collaboration et co-création entre artistes des années 1960 à nos jours. Nous entamons la deuxième partie du cours que j'ai intitulé « Faire groupe pour changer l'art ». Ce cours va se diviser en 3 parties, refus de l'individu et rejet de la tradition, puis groupe d'artistes vers une collectivisation du geste artistique, et enfin, la fin de l'art quand l'art et la vie se confondent. Refus de l'individu et rejet de la tradition. Alors, avant de vous parler du cas du dadaïsme, ce qu'il faut bien comprendre, nous l'avions vu, dans les années 60, il y a une crise de l'autorité, donc une crise de l'auteur et une crise de l'artiste en tant qu'individu. Dada, bien évidemment, arrive bien avant les années 60, puisque nous sommes, durant la Première Guerre mondiale, au Cabaret Voltaire à Zurich. Ceci dit, ce qui est intéressant avec le cas Dada, c'est qu'ils ont posé les jalons de cette crise de l'autorité, cette crise de l'auteur, cette crise de l'artiste seul qui produit son œuvre, en se constituant en groupe créatif pour contester l'art bourgeois qui avait mené, selon eux, à cette grande crise mortifère qui était la Première Guerre mondiale. Donc, si je vous donne Dada, il faut bien comprendre qu'il y a peu de chances que vous l'ayez au bac, puisque le programme est cadré à partir de 1960, mais ceci dit, il est important, comme pour le cours sur les ateliers, de comprendre ce qui s'est passé avant, et là en l'occurrence, Dada marque quand même un tournant au début du XXe siècle. Alors justement, après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les artistes et certains intellectuels pacifistes vont se réfugier à Zurich, en Suisse, et au cabaret Voltaire, qui va devenir le berceau d'un mouvement artistique inédit appelé Dada. Tristan Tzara, un des fondateurs de Dada, dira dans les années 60, la citation suivante, « Dada n'était pas seulement l'absurde, pas seulement une blague, Dada était l'expression d'une très forte douleur des adolescents nés pendant la guerre de 1914. Ce que nous voulions, c'était faire table rase des valeurs en cours, mais au profit justement des valeurs humaines les plus hautes. » Donc ce qui est intéressant, c'est que là aussi, comme dans les années 60, il y a l'idée de faire groupe, de faire corps, non pas autour d'un projet commun, comme on dirait aujourd'hui, mais plutôt autour d'une contestation. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une contestation, d'abord une douleur, une rébellion, qui dit voilà, non, nous rejetons les codes anciens. Donc la photo que vous voyez ici, c'est Hugo Ball, c'est un autre fondateur du cabaret Voltaire, en costume cubiste, en 1916. Ici, vous avez une exposition qui a été réalisée dans les années 20, donc après Dada, mais une exposition qui a retracé les années Dada. Donc c'était à Berlin en juin 1920, où cette exposition était intitulée Foire internationale Dada, et permettait aux visiteurs de découvrir ce qui s'était déroulé dans les années 1916-1917 au cabaret Voltaire de Zurich, puisqu'il faut bien comprendre que cette aventure en groupe était quand même quelque chose d'assez caché, c'est-à-dire que les gens ne le savaient pas, il fallait vraiment connaître le groupe pour connaître ce mouvement. Donc l'aventure Dada en direct, ça a été pour peu de gens quelque chose qu'ils ont vécu, et plus tard, on a donc retracé à travers des expositions, des documentations, les témoignages des artistes, ce qui s'était réellement passé au cabaret Voltaire de Zurich. Donc ici vous avez une toile de Max Ernst, au Rendez-vous des Amis en 1922, qui représente justement, alors de manière un petit peu surréaliste, le cabaret Voltaire, ainsi que tous les artistes intellectuels qui y participaient. Donc ce qu'il faut bien noter, c'est que, au-delà d'un mouvement artistique, Dada c'est d'abord un état d'esprit, c'est une réaction forte aux idées reçues de l'époque, comme je vous le disais tout à l'heure. La thèse la plus importante, c'est que l'art d'interprétation de la réalité devait devenir partie intégrante de la vie. On a donc ce qu'on a vu tout au long du XXe siècle et qui continue encore aujourd'hui, un rapprochement de plus en plus significatif entre l'art et la vie. Donc quand je parle de la vie, c'est la vie quotidienne, la vie des gens. Donc en rejetant les valeurs esthétiques et artistiques en vigueur, qu'ils considéraient comme désuètes, les artistes du groupe Dada vont alors se libérer de la tradition et vont être encouragés à explorer de nouvelles voies dont on mesure les effets plusieurs décennies plus tard, par exemple
avec le surréalisme, l'expressionnisme abstrait, le pop art, le groupe Fluxus ou encore le nouveau réalisme, qui sont, disons, l'héritage de Dada. Sophie Tauber-Arp, que nous avons pu aborder dans d'autres cours, est également une artiste qui va intervenir dans le groupe Dada, alors de manière totalement anonyme, puisqu'elle était enseignante à côté, et à l'époque il était très mal vu pour une femme d'aller s'encanailler comme ça dans un cabaret d'artistes un peu fous, mais elle va donc participer activement au groupe Dada, et là on voit donc une photographie qui la représente en compagnie d'une de ses têtes Dada, hein, c'est une tête à chapeau, donc là on voit bien le rapprochement entre l'art et la vie, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une sculpture peinte, mais qui est également un objet usuel, c'est-à-dire un support pour les chapeaux. Alors, quelques années plus tard, et là on se rapproche des années 60, nous avons le cas du groupe japonais Gutai. Donc le groupe japonais Gutai, on peut les comparer à Dada, hein, puisqu'ils vont s'associer pour révolutionner l'art japonais, mais ils auront bien sûr une influence internationale, et là encore on retrouve l'idée d'un groupe expérimental, jusqu'au boutiste, hein, et qui va vraiment remettre en question les fondamentaux de l'art du 19e siècle, hein, et qui va perdurer hein, dans l'art bourgeois du 20e siècle. Donc tout ça se déroule dans la province du Kansai, qui constitue une ère culturelle fortement démarquée de Tokyo, la capitale du Japon. En 1952, y est fondée l'Amicale des artistes contemporains, ou le groupe Genbi. Celui-ci compte parmi ses membres Koshihara Jiro, qui sera un peintre fortuné et reconnu, et qui sera également le précurseur de l'art abstrait japonais. Donc c'est vraiment lui qui va être le fer de lance, la figure de proue de ce mouvement, et qui grâce à sa fortune va pouvoir lancer ce mouvement. Donc il est désireux d'ouvrir l'art japonais à des techniques qui en révolutionneraient les formes, et il va donc créer l'association d'art Gutai en décembre 1954. Donc au départ on a une quinzaine de jeunes artistes issus du groupe Genbi qui vont rejoindre l'association d'art Gutai, et puis au total on aura une trentaine d'artistes qui vont progressivement rejoindre le groupe en 1955. Donc ici vous voyez une des performances de Saburo Murakami, Passing Through, en 1956, qui est donc une performance un peu extrême, hein, puisque vous avez des panneaux en bois avec des feuilles tendues qui sont alignés les uns derrière les autres, et le but de l'artiste c'est de traverser ces toiles de papier. Alors on peut se dire que traverser une toile de papier c'est plutôt facile, mais quand vous en avez une quinzaine ça devient très compliqué. Donc là il y a vraiment une performance du corps, du rapport de l'artiste à la surface, à la toile, hein, donc on voit bien aussi le côté iconoclaste, hein, venir comme ça détruire la toile, le papier, détruire le support de la peinture, c'est quelque chose d'assez fort. Donc c'est une performance physique, c'est une performance qui est aussi très symbolique. Alors cette œuvre, moi je l'ai vue en vrai au Centre Pompidou. Bon, évidemment, j'ai vu ce qui restait de la performance, hein, puisque ce qui fait œuvre, c'est tout de même la performance, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet ensemble de toiles percées est aujourd'hui exposé dans certains musées, et donc c'est assez impressionnant, hein, on est interloqué face à ce type d'œuvre. Donc vous avez également d'autres artistes qui, eux, vont s'adonner à la peinture, donc par exemple Akira Kanayamas et Kazuo Shiraga, donc qui sont des peintres qui vont alors là révolutionner la peinture, hein. Donc Kanayamas va lui utiliser des espèces de petites voitures qui vont projeter comme ça de la peinture. En fait il s'agit de petites voitures téléguidées sur lesquelles il va fixer un pot de peinture avec un petit trou qui va laisser passer un petit jet, quelques gouttelettes de peinture. Donc ça ressemble un peu, ça peut faire penser à Pollock, hein, c'est-à-dire au niveau des compositions plastiques qu'il va réaliser, mais il fait ça par machine interposée. Donc là, si vous voulez, on peut faire un lien aussi avec le cours sur les machines à dessiner. Alors vous avez un petit lien sur une vidéo YouTube pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit.
Alors je vous conseille d'aller sur le document PDF en direct pour cliquer sur ce lien. Vous le copiez, vous le collez. Et puis vous avez Kazuo Shiraga, donc qui lui va peindre non pas simplement avec un outil, avec un pinceau, mais avec son corps. Donc là on le voit peindre avec ses pieds, il l'a fait avec les mains, il l'a fait avec le corps entier également. Donc c'est voilà, c'est une nouvelle manière de peindre qui inclut le corps, donc le mouvement, donc la trace, etc. Donc là on voit bien l'aspect révolutionnaire, voire même quelque peu provocateur par rapport au médium classique que peut être la peinture. Donc ici je vous ai mis d'autres types d'œuvres, des performances, par exemple Atsuko Tanaka, Electric Dress, qui est une robe réalisée en ampoule. Vous avez d'autres sculptures, toujours de la même artiste, et puis enfin vous avez Motonaga, des structures polyéthylène et de l'eau, qui sont en fait des espèces de films plastiques tendus entre les arbres, dans lesquels on a versé de l'eau, donc c'est une espèce d'installation monumentale et éphémère bien évidemment.